Merci Françoise, merci Guylaine, bonsoir à tous et bienvenue dans Complément d'enquête. Enquête sur les campagnes où le téléphone ne passe pas, sur les banlieues où les profs ne veulent plus venir, sur les petites villes qui perdent leurs services publics. Peut-on parler d'un apartheid français? C'est le thème de ce 296e numéro de Complément d'enquête. Pour être sûr d'être joignable, le couple a pourtant choisi un abonnement pro chez Orange. Facture mensuelle, 60 €. Bonjour, bienvenue chez Orange, service client professionnel. La perturbation momentanée de votre ligne est liée à un incident sur le réseau d'Orange. Et voici leurs conseils. Vous pouvez consulter la procédure de redémarrage de votre Livebox sur le portail orange.fr, rubrique assistant. On n'a pas internet. Vous êtes actuellement très nombreux à nous appeler, nous ne pouvons pas traiter votre appel. Et c'est tous les jours comme ça, quoi. Voilà. Quand on dit que le monde rural il est en dérangement, non, il est plus en dérangement. Le monde rural il est complètement coupé. Ces problèmes de téléphone qui ne fonctionnent pas, c'est une des principales préoccupations des Français dans les zones concernées et vous allez facilement comprendre pourquoi. En janvier dernier, Manuel Valls avait parlé d'un apartheid français, formule choc pour décrire ces Français oubliés dans les campagnes et les banlieues. On va vous emmener ce soir en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, où les écoles primaires ne sont plus du tout au niveau, faute d'enseignants. On va aussi se rendre à Joigny, voir une petite ville qui se meurt à cause du départ de ses services publics. Pour parler de tout ça, nous sommes venus ici, au bord du périphérique parisien, complètement congestionné comme d'habitude. On va recevoir dans les fauteuils rouges le géographe français qui a inventé cette expression de France périphérique. On sera aussi tout à l'heure avec le photographe Raymond Depardon qui connaît particulièrement la France. Mais d'abord, les zones blanches. Nous sommes allés dans les Cévennes pour enquêter sur ces régions où le téléphone portable et Internet fonctionnent très mal. Mais surprise, ce qu'on a découvert là-bas, c'est que le téléphone fixe ne fonctionne pas non plus. Téléphone, Internet, la fracture ouverte, c'est une enquête de Samuel Humez, Fedora Marianne Green, Guillaume Perceval et Michel Pignard. Un village au bout du monde. Saint-Germain-de-Calbert dans les Cévennes. Son église, sa classe de primaire, sa cabine téléphonique et sa banque postale quand elle fonctionne. Le distributeur est relié au réseau téléphone et Internet. Et cet été, quand la ligne est tombée en panne, impossible de retirer de l'argent. Alors 24,02 €. C'est Brigitte l'épicière qui, pendant un mois, a servi de banquière aux 400 habitants de la commune. Comme la majeure partie de la population, c'est des personnes âgées et qui vivent avec du liquide, en fait, ils ne pouvaient pas retirer de l'argent. Ce qui fait qu'en fait, on a été obligé de les dépanner. Donc, contre un chèque ou une carte bleue, en fait, on leur prêtait du liquide pour qu'ils puissent faire leurs courses. S'il n'y avait que la poste, il n'y a pas que la poste. La poste hors service et plus de téléphone dans les maisons. Une angoisse pour ces habitants brutalement coupés du monde. Et voilà. Moi, j'ai mon mari qui a été bien malade, il est rentré 13 fois aux urgences, chaque fois en pleine nuit. Et pour arriver à avoir le 15, avoir le SAMU, les urgences et tout, ça a été galère. C'était galère. Au XXIe siècle, ça ne devrait pas exister. On sent qu'on régresse au lieu d'avancer. Les Cévennes aux abonnés absents. Dans ces vallées encaissées où le portable ne passe pas toujours, les villages sont victimes de coupures de téléphone et d'Internet à répétition. Un peu partout, au bord des routes, des poteaux chancelants et des câbles qui traînent par terre. La faute au relief et aux intempéries, selon Orange, l'opérateur historique. Les habitants, eux, dénoncent un réseau vétuste, mal entretenu. La panne? Ouais. Mais ça fait 2 fois que ça arrive. À l'heure de la 4G et de la fibre optique, ils se battent pour garder le téléphone fixe et accéder au monde Internet. Dans ces zones rurales qui se dépeuplent, c'est une question de survie. À Valrogue, c'est devenu la mission presque quotidienne du maire, Thomas Vidal, signaler les pannes du réseau télécom. Ce jour-là, il y a urgence. Un poteau vient de tomber à la sortie de sa commune.
Voilà, vous avez des morceaux de poteau de partout. Privant une centaine de foyers de téléphone et d'internet. Vous voyez le poteau? Là, vous voyez? Le rétroviseur du camion qui a arraché les fils. Voilà. Un camion a emporté le câble téléphonique suspendu de part et d'autre de la route. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait 2 fois que ça arrive. C'est un camion qui est accroché? Un camion. Et quand qu'ils l'ont refait, ils n'ont pas assez tendu les fils. Les fils font ça. Alors pourvu qu'ils passent un grand camion. Il n'y a pas d'entretien, il n'y a rien qui est fait. On accroche des fils sur des poteaux, on ne retame pas et voilà. Et après on se dit, les gens ils sont en colère. Mais comment vous voulez pas être en colère quand même? C'est pas normal. Et si le maire est furieux... Bonjour, Thomas Vidal, le maire de Valorogue dans le Gard. C'est qu'il a déjà signalé ce problème il y a un mois. Au bout du fil, un technicien d'Orange basé à Montpellier, dans le département voisin. Sortie de la commune, il n'y a pas de rue là. Il n'y a pas de rue. Et ouais, mais bon, on est à la campagne. On n'a pas de numéro de rue là. Le maire peine à se faire entendre. Non, c'est pas ça, non. Non, mais bon, il faut faire, enfin, soyez rapide, quoi. Enfin, je sais pas, mais demain, il faut s'en occuper, quoi. Ben voilà, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce qu'on peut pas s'entendre dire qu'on va être réparé le 8 avril, quoi. Confirmation par SMS, il faudra attendre un mois avant de se faire dépanner. Et c'est tous les jours comme ça, quoi. Voilà. Quand on dit que le monde rural il est en dérangement, non, il est plus en dérangement. Le monde rural il est complètement coupé. Voilà. Il n'existe plus à force. Un maire impuissant et des habitants dont le quotidien est désormais suspendu à un fil de téléphone. Au bout de la ligne accidentée, voici Fabrice et Valérie Perrault, gérants de camping. Voilà, et chaque mobil-home a sa petite terrasse privée, aucun vis-à-vis. Donc ils ont vu sur la montagne, c'est tout vert. Hein. Des mobil-homes nichés dans un écrin de verdure, avec un coin baignade. Mais sans couverture 3G et avec ses pannes à répétition, difficile de communiquer avec les clients. Pour être sûr d'être joignable, le couple a pourtant choisi un abonnement pro chez Orange. Facture mensuelle, 60 €. Bonjour, bienvenue chez Orange, service client professionnel. La perturbation momentanée de votre ligne est liée à un incident sur le réseau d'Orange. Et voici leurs conseils. Vous pouvez consulter la procédure de redémarrage de votre Livebox sur le portail orange.fr, rubrique assistant. On n'a pas internet. Hein. Vous êtes actuellement très nombreux à nous appeler, nous ne pouvons pas traiter votre appel. Ça vous sert à quoi d'avoir un contrat professionnel? Rien. À rien. C'est pour ça que c'est une grosse arnaque sur ce côté-là. Dans les Cévennes, quand on ne peut pas naviguer sur Internet, on avale du bitume. Direction l'office du tourisme du village, où Valérie espère pouvoir enfin consulter ses mails. Alors on a une panne Internet, donc voilà. À cause de la panne, elle n'a pas pu répondre à une demande de réservation. Le client est peut-être déjà allé voir ailleurs. On peut avoir 2-3 demandes dans la soirée et si on les voit pas, si on n'y répond pas tout de suite, ça peut être 2-3 clients qu'on a perdus. Et ça peut être des clients, parfois on nous demande, il y en a c'est sur 15 jours, c'est une location pour 15 jours par exemple l'été, c'est vraiment une grosse perte pour nous. Être déconnecté du monde moderne, au risque de tomber dans l'oubli, c'est l'angoisse des habitants de ces hameaux perdus dans les montagnes. Des éleveurs de brebis, des personnes âgées qui n'ont parfois comme seule visite que celle du facteur et de l'infirmière. Dans cette maison figée dans le temps, Alice, 89 ans, vit seule depuis la mort de son mari. Ça vous a pas piqué, gratté, il n'y a pas eu de... Gratté, un peu. Des gestes doux, ponctués de quelques mots. Vous êtes sorti qui fait bon? Un peu, oui. Un peu plus que des soins médicaux. S'il n'y avait pas quelqu'un à côté, je ne resterais pas. Hein. Pourquoi? Moi, je suis tout seul. Et si je fais une chute? Justement, en cas d'urgence, Alice dispose d'une alarme. Ce bouton jaune qu'elle porte en permanence autour du cou. Ça marche comment? Vous voulez vraiment savoir? Oui. Une fois le bouton pressé, cette machine reliée à sa ligne fixe alerte un téléassistant censé répondre dans les meilleurs délais. Quelqu'un va vous parler.
Ça répond pas très vite. Eh bien, ça répond pas vite, non. Il marche au téléphone, oui. Petit moment de panique, sans téléphone, l'alarme est hors service. Non. Eh? Non. Il marche pas? Non. Heureusement, c'est une fausse alerte. Madame Couderc, bonjour, c'est votre présence verte. Que se passe-t-il exactement? C'était pour faire un essai, je vous remercie. Ah, moi, quand le téléphone ne marche pas, je panique. Pourquoi? Eh bien, c'est le seul moyen de communication. Parce que ça m'est arrivé une fois, c'est pas récent quand même, mais de tomber devant mon lit et de passer la nuit par terre. Découverte au petit matin par son infirmière, Alice a été hospitalisée. Ah oui, il est là. Pour éviter que cela ne se reproduise, son neveu lui a acheté un portable, toujours dans son emballage. Ça, c'est votre téléphone portable? Ben oui. Ben pourquoi vous l'utilisez pas? Et ça passe pas. Il n'y a personne qui vous répond. Il y a les 3/4 du temps, ça passe pas. Mais comment en est-on arrivé là? Alice, je vous dis à lundi. À lundi. Passez un bon week-end. Merci de même. Au revoir. Au revoir. Comment expliquer ces pannes si fréquentes qui mettent parfois la vie des habitants en danger? Dans la vallée voisine, nous retrouvons le maire de Valrogue, alerté par un nouveau problème sur les lignes télécom. Donc les fils se décrochent. Voilà. On fait du rafistolage de manière très artisanale. Ici, on n'attend même plus les dépanneurs. Le temps passe et la ficelle est là. On a pris l'habitude On s'y habitue. de réparer par nous-mêmes, hein. Ficelle à ballot. Des habitants nostalgiques d'un temps où France Télécom bichonnait son réseau et ses abonnés. Depuis la privatisation, Orange délègue peu à peu l'entretien de ces lignes à des sous-traitants, pas toujours sérieux selon eux. C'est-à-dire qu'ils viennent pour réparer un endroit. En effet, la personne qui avait son téléphone en dérangement va être réparée avec un peu d'attente, mais il va être réparé. Mais dans les 2 jours qui suivent, le jour même, tout aussi bien, quelqu'un d'autre se retrouvera en panne. Parce que ne serait-ce qu'au boîtier, inverser 2 choses, appuyer sur un mauvais interrupteur, mais c'est du vécu à chaque fois. Vous, ça vous est déjà arrivé? Ah oui, tout à fait. Et je vous dis, pas plus tard que la dernière fois, vous faisiez mon numéro et c'était la voisine 800 mètres plus haut qui avait mes communications. Il y a même une psychose qui se fait dans les hameaux et dans les villages quand on voit arriver les sous-traitants en se disant qui c'est qui va être en panne quand ils vont repartir, quoi. Donc c'est pas normal quand même. Il y a quelque chose qui va pas. Des dépannages qui n'en sont pas vraiment, à la va-vite. C'est ce que nous confirme un des sous-traitants d'Orange. Ce technicien préfère rester anonyme. Première surprise, par souci de rentabilité, ce sous-traitant fait lui-même appel à un sous-traitant pour dépanner les Cévennes. Pour se payer, c'est pas évident. Pourquoi on a sous-traité la partie cellule? C'est un peu pour ça aussi, quoi, pour gagner de l'argent, quoi. Par manque de temps ou par paresse, ce sous-traitant pratiquerait ce qu'on appelle des pannes tournantes. Débrancher la ligne d'un abonné pour y brancher celle du voisin. Voilà, J'ai croisé une équipe de nos sous-traitants qui étaient claquettes, Bermuda. J'ai dit franchement, vous n'allez pas réparer les clients, quoi. C'est pas possible. Ils ne sont pas cachés, quoi. Ils sont arrivés directement chez le client en disant bon, vous allez marcher, mais il y a quelqu'un qui ne marchera pas, quoi. Carrément. La panne tournante, un sujet sensible chez Orange. Le directeur pour la région Sud s'est déplacé en personne pour nous répondre. Il assure que cette pratique est formellement interdite. Ça fait des années que je n'avais pas entendu ce que vous venez de nous dire, donc maintenant vous dire que ça n'existe pas, c'est toujours la difficulté, mais c'est proscrit. Et on fait, comme ça vient d'être dit, des vérifications extrêmement précises pour que ça n'arrive jamais. Quant aux problèmes de téléphone et d'internet dans ces zones reculées, la direction d'Orange affirme que ses équipes font tout ce qu'elles peuvent pour améliorer le réseau. En voici un exemple. Donc là on a un amplificateur globalement qui va permettre à nos abonnés d'avoir accès à la DSL malgré la distance. Un équipement high-tech de près de 100 000 €, financé par le conseil régional, non par Orange. Ce sont des investissements qu'on ne peut pas assumer en intégralité sur l'ensemble du territoire. Ce sont des montants tout à fait extraordinaires, plusieurs dizaines de milliards pour pouvoir équiper l'ensemble de la France. Mais vous le faites dans les grandes villes? On le fait dans les grandes villes, c'est vrai. Pourquoi ne pas le faire dans les zones rurales? Parce que nous n'avons pas les moyens de le faire. Trop peu d'abonnés, pas assez rentable pour les opérateurs privés. C'est donc aux élus locaux de se débrouiller. À Saint-André de l'Ancise,
Florence Bailly, la mère, a tout essayé. Sans succès. Qu'est-ce qu'on voit là? Une des antennes qui permettait de l'accès Internet par Meshnet. Meshnet, le prestataire privé qui a installé cette antenne pour des milliers d'euros. Problème, les élus avaient choisi le mauvais opérateur. Il a fait faillite du jour au lendemain. On a pris un petit peu ce qui nous était proposé. On est un peu pris... voilà, pris... Vous êtes un peu largué. Oui, exactement. Nous sommes largués. C'est de l'argent public gaspillé? C'est de l'argent public gaspillé, oui. Pour moi, oui. Oui, oui. Du coup, pour avoir Internet, la mairie s'est tournée vers le satellite. 400 € la parabole. Encore une dépense pour rien. C'est toujours aussi long? Oui. Non, mais ça s'ouvrira pas. À mon avis, ça ne va pas s'ouvrir. Non. Alors qu'en ville, consulter le cadastre se fait en 2 clics, Florence et sa secrétaire doivent travailler à l'ancienne, sur des documents obsolètes. C'est le cadastre format papier, donc avec toutes les différentes planches, et qui n'a pas été mis à jour depuis plus de 10 ans. Dans la famille de Madame la maire, Tombeau de Sandy des Cévennes. tout le monde s'y était mis à Internet. Oui, salut. Même son père Pierrot, 76 ans, ancien restaurateur. Passez une bonne journée, ça va. Mais depuis la faillite de l'opérateur, son ordinateur reste éteint. Petit martini blanc. Avec 600 € de retraite par mois, impossible de se payer le satellite. Pierrot a dû renoncer à Internet. J'imagine que toute votre vie vous avez fait sur Internet? Oui. Vous pourriez faire sans Internet? Je sais bien, mais maintenant que ça existe, je vais en profiter. Tout simplement. Et donc, c'est vrai que je regardais, bon, dans mon métier, je regardais les recettes de cuisine, je regardais Wikipédia pour des trucs qui m'intéressaient. Tout le monde me dit, oh, il y a des trucs plus ou moins vrais. Bon, je veux bien, mais fait, à moi de faire le tri. Hein. Donc, ça me laissait une possibilité de comprendre un peu mieux le monde dans lequel je vis, quoi. Après 50 ans d'une vie pleine et heureuse, au milieu des Cévennes, Pierrot ne s'est jamais senti aussi isolé. Si, je l'aurais, je sais pas. Ben, je m'en vais, hein. Je vais dans un endroit où... Qu'est-ce que vous dites, madame? Il me dit on va vendre la maison, ça me va pas plus. Non, mais c'est un drame. Voilà. Si on nous lève le téléphone et Internet, on se trouve la tête dans un sac. Hein. Après, c'est tout. Pour continuer de couler des jours heureux à la campagne, tout en restant connecté, la solution se trouve peut-être à 600 km de là, dans la Meuse. Ici, une poignée de doux rêveurs a décidé de prendre les choses en main. C'est dans cette boîte que l'aventure a commencé alors? Voilà, c'est avec cette petite boîte qui était à l'origine une boîte de Ricoré que tout a commencé. Une simple boîte de conserve en guise de récepteur, fixée à l'extérieur de la maison. On est toujours étonné de voir que ça fonctionne. Oui. Toujours étonné. C'est magique. Il y a des phénomènes magiques. Magique? Pas tout à fait. Sylvain et Hugues sont experts en télécom. Ils ont placé leur boîte en fer blanc dans l'axe de cette antenne relais qui leur fournit Internet pour 25 € par mois. Et l'abonné est connecté. Grâce à leur invention, se connecter à un site, télécharger une vidéo, se fait en quelques secondes. Voilà. Ça marche? Ah, c'est nickel. Résultat, leur réseau amateur rivalise avec les performances des grands opérateurs. Les deux hommes comptent déjà 120 abonnés. Tous les ans, on a 3-4 demandes supplémentaires, des gens qui quittent l'opérateur historique, par exemple, parce qu'ils ont un malheureux 400 kg 512, et c'est plus suffisant aujourd'hui, et qui viennent chez vous. Parce qu'ils savent qu'ils vont avoir du 6-8 mégas. Les deux bidouilleurs de génie ont étendu leur réseau avec des antennes dernier cri. La clé de leur succès, aucun bénéfice. Chaque euro reçu est aussitôt réinvesti. Et voilà pour ce reportage signé Samuel Humez et Fedora Marianne Green. Et bonsoir Christophe Guilluy. Vous êtes géographe, vous êtes l'inventeur de cette formule, la France périphérique. C'est le titre de
de ce livre que vous aviez sorti à l'automne dernier. Alors, la France périphérique, elle commence là, juste de l'autre côté du périphérique parisien, mais elle va beaucoup plus loin. Elle va notamment là d'où on vient, c'est-à-dire jusque dans les Cévennes. C'est ça, c'est-à-dire que la France périphérique, c'est tout autant les zones rurales que des petites villes, que certaines villes moyennes. On est vraiment sur quelque chose de très très large. Et aussi, effectivement, ce sont des territoires où les équipements publics sont relativement peu denses. Et on a eu un mouvement de population, de gens qui se sont réinstallés sur ces territoires-là, parce qu'on a longtemps cru que ces territoires de la France périphérique ça représentait la France vieillissante, finissante. Et en fait, on se rend compte qu'en réalité, ces territoires se remplissent. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui restent sur place. On a effectivement des activités, mais ce sont des activités qui sont plutôt industrielles, plutôt résidentielles, donc relativement peu dynamiques. Et le décalage, en fait, énorme aujourd'hui, c'est que vous avez là l'essentiel des catégories populaires et que les catégories populaires aujourd'hui ne vivent pas là où se crée l'emploi, là où se crée la richesse. C'est tout le problème. Ouais, alors quand on dit France délaissée, France oubliée, effectivement, on pense à une France repliée sur elle-même, alors que vous, ce que vous démontrez, c'est qu'il y a énormément de mouvements dans les campagnes, vous venez de le dire, mais aussi dans les banlieues. Bien sûr, tout bouge en permanence. La question aujourd'hui, elle est effectivement le destin de ces catégories populaires. En banlieue, on est sur une logique de métropole, c'est-à-dire les gens arrivent beaucoup et partent beaucoup. Ne pas oublier que la banlieue, ce sont des territoires sas, des territoires où on rentre beaucoup et que l'on quitte beaucoup. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les banlieues, aujourd'hui, sont les territoires de France les plus mobiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, évidemment, il y a énormément de difficultés, mais c'est une logique de sas. Dans les territoires de la France périphérique, qui sont d'abord ceux des catégories populaires, des classes populaires, des ouvriers, des employés, qui sont la majorité de la population française, parce que ce dont on parle là, c'est pas marginal, c'est la majorité. Voilà, c'est les petits salaires, ce sont des gens qui sont très souvent en dessous des revenus médians, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Il n'y a pas forcément zéro emploi, c'est pas des taux de chômage forcément fulgurants, mais ça va être des temps partiels, ça va être des petites retraites. On est vraiment sur de la difficulté, tout simplement parce que contrairement à ce qui était vrai hier, la classe ouvrière était hier intégrée. Elle était intégrée économiquement. Elle vivait là où se créait la richesse, dans des villes qui étaient elles-mêmes industrielles. Aujourd'hui, on a un immense problème, et c'est ça le problème de la mondialisation, c'est que, j'allais dire, la boutique tourne sans les catégories populaires. Et ces catégories populaires, elles vivent sur ces territoires. Ce qui est sûr, c'est que les grands partis, l'UMP et le PS, ça fait quelques années qui ne savent plus quoi dire à ces gens-là, non? Alors, je mettrai un bémol sur cette question. La question n'est pas le politique hors sol. Moi, ce que j'observe sur le terrain, je pense notamment aux gens de la Nièvre avec qui je travaille autour des nouvelles ruralités. Ils ont un discours très pertinent sur le diagnostic des catégories populaires dans leur territoire. Sauf que, bon là en l'occurrence ce sont des socialistes, ils ne sont absolument pas entendus du socialiste d'en haut, du PS d'en haut. Donc en réalité, la fracture politique... Elle n'est pas partie contre le peuple, non, elle est au sein des partis. En réalité, la parole de ces élus-là est confisquée par les appareils, on pourrait dire, PS ou UMP d'en haut. Mais quand on observe les choses sur le terrain, on voit que les élus locaux, qu'ils soient PS ou UMP, bossent, ont un diagnostic très pertinent, mais ne sont pas entendus, tout simplement, de leur propre parti. Alors vous avez inventé ce terme, donc la France périphérique. Le Front National, ils aiment bien la France des oubliés. Ça revient souvent, les mots sont importants. Et puis Manuel Valls, il a inventé la France de l'apartheid. Alors, en fait, tout le monde parle de la même chose. C'est une question de mots. Ouais. Oui, c'est une question de mots. Et puis après, il y a le marketing électoral qui vient derrière. On s'adresse à des clientèles, etc., etc. Mais je crois que Valls a aussi parfaitement compris ce qui est en train de se passer en France. On a ces gros clivage entre d'un côté la France périphérique, celle des métropoles dynamiques qui concentrent de plus en plus les cadres, les catégories qui comptent, les secteurs économiques qui comptent, etc. et qui font tourner la boutique. Parce que le gros problème n'est pas que le modèle économique ne fonctionne pas. Parce que si on avait un modèle économique qui ne crée pas de richesse, ce serait très simple, il suffirait de l'abandonner pour passer à autre chose. La question aujourd'hui, elle est de créer un modèle, j'allais dire économique, non pas alternatif, mais complémentaire dans ces territoires ruraux, dans ces territoires de petites villes. On a de la matière grise, on a des gens qui sont prêts à le faire. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas le pouvoir politique. Merci Christophe Guilluy, et je rappelle le titre de votre livre, donc La France périphérique, qui avait fait beaucoup de bruit, qui était sorti chez Flammarion à l'automne dernier. On va parler maintenant toujours des territoires oubliés, cette fois qui est vraiment pas très loin, à moins de 2 km de Paris, c'est Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, une ville où les écoles primaires ne fonctionnent pas du tout, très mal, faute d'enseignants. Et l'école, c'est quand même le service public qui devrait être au même niveau pour tout le monde, pour tous les enfants dans toute la France, et on va voir que c'est pas le cas. La preuve, par exemple, avec cette formidable directrice d'école qu'on va vous faire découvrir, qui se bat pour son école, mais qui a scolarisé ses propres enfants ailleurs, parce qu'elle, elle sait comment ça se passe. École, la lutte des classes, c'est un reportage de Laure Paulet, Julien Pelletier et Alice Panouillot.
Quand Delphine est venue s'installer avec ses enfants dans ce pavillon de banlieue, Tu veux du pain ou de la brioche? elle n'imaginait pas se retrouver à ce point, reléguée en seconde zone. Tu voulais du lait, mais tu veux du lait avec quoi? Bah, que du lait, c'est pas grave. Avec du chocolat? Non, que du lait. Il faut que tu manges, Adèle. Mais lors de la dernière rentrée scolaire, en septembre, une frontière invisible s'est comme refermée derrière eux. Qu'est-ce qui s'est passé à la rentrée? Bah, je suis arrivée et après, il n'y avait pas de maîtresse ni de maître. En fait, ils se mettent devant leur fiche de classe et puis ils sont appelés par la maîtresse, ils rentrent. Du coup, il y avait cette classe et on se disait, mais la maîtresse n'est pas là. Et donc, la directrice est venue et nous a dit qu'il n'y avait pas de maîtresse. Alors, on savait pas. Moi, au début, je pensais que c'est parce qu'elle était malade. Et puis en fait, après, j'ai compris que la maîtresse prévue n'était pas là, avait obtenu sa mutation. Et après, le truc qu'ils nous ont sorti, mais tout de suite, et vraiment, c'était de dire, de toute façon, les enseignants ne veulent pas venir chez vous. Allez, dépêchez-vous et vous mettez vos chaussures et puis c'est bon. Et n'oubliez pas Des profs qui désertent les classes. Bonne journée. Adèle, 6 ans et demi, est en CE1. Avec son grand frère, elle est scolarisée à l'école du quartier. Mais cette école est située au cœur du département le plus pauvre de France, à Saint-Denis dans le 93. Une école qui, comme beaucoup d'autres ici, connaît une année noire, pénurie de profs et système D pour les parents. Au moment où le Premier ministre s'émeut d'une France déchirée. Un apartheid territorial, social, ethnique. Au moment où l'école apparaît comme le recours pour accommoder la République. Il est des circonstances où l'importance de l'école apparaît encore plus décisive. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les discours semblent bien loin du terrain. Ici, en Seine-Saint-Denis, les élèves et leurs parents se sentent plus délaissés que jamais. Dans ce département qui compte la plus grosse proportion d'immigrés, un ménage sur 4 vit sous le seuil de pauvreté. Le 93 est aussi le département le plus jeune de l'Hexagone. Mais les problèmes économiques et sociaux font fuir les profs, ce qui désespère les parents. Ils nous font des discours à la Manuel Valls avec l'apartheid, mais c'est eux qui l'organisent, l'apartheid. Dans un département où plus qu'ailleurs, l'école a un rôle à jouer, comment en arrive-t-on à un tel sentiment d'abandon? Vous avez fini d'écrire les devoirs, vous venez les déposer sur la table, et ensuite vous sortez votre carnet de correspondance. À la rentrée, il n'y avait pas d'instit pour Adèle et sa classe, comme dans plusieurs écoles de la ville. Le rectorat a dû trouver des solutions en urgence. Ses enfants ont d'abord connu une maîtresse, partie en congé maternité depuis. Puis ce nouveau maître, Nicolas Mathieu, 33 ans. Je place un 1 où? Sur les centaines. Sur les centaines? Vous êtes tous d'accord? Je les mets sur les centaines? Non! Je les mets? Dizaines. Sur les dizaines. Un professeur au profil atypique. Avant de se retrouver sans emploi, il avait travaillé en banque et dans le marketing. Pas forcément la meilleure préparation pour enseigner le calcul à des enfants de 7 ans. Quand je suis arrivé, c'était les additions avec retenue. Et donc, moi, j'avais pas forcément de livre au départ. Donc, il a fallu essayer de souvenir, parce qu'on le fait machinalement, mais comment expliquer à 22 élèves la méthode pour le faire. Tout ça, finalement, vous l'avez acquis comment? Grâce à mes collègues qui m'ont beaucoup aidé déjà, en me donnant des méthodes, en prenant de leur temps pour me tutorer, entre guillemets. Et puis, ça passe aussi par le travail le soir à la maison. Nicolas Mathieu fait partie de ces nombreux contractuels de Seine-Saint-Denis, recrutés à la va-vite en CDD via Pôle emploi. Super, Boubacar. Monsef, Medina, très bien. Des recrues sans formation. Lui n'a même pas eu d'entretien d'embauche. Mais il s'en sort bien avec la classe d'Adèle. On apprend à s'amuser avec lui. Allez, vous pouvez vous lever, aller chercher vos manteaux. Cependant, dans certaines classes de Seine-Saint-Denis, ce recrutement de professeurs improvisés a eu des résultats catastrophiques. Djoura est en CE1 dans une autre école de la ville. Et son père est très inquiet de l'avoir vu perdre des mois entiers de scolarité cette année. Eux aussi ont eu droit à une rentrée sans instit. La petite fille a ensuite vu près d'une dizaine de profs contractuels s'essayer au métier devant sa classe. Toi aussi, tu veux faire des exercices?
Elle ne peut même plus les compter. Aucun d'entre eux n'a été capable de faire court. Il y en a un prof, il nous disait rien. On faisait n'importe quoi, il nous disait rien. N'importe quoi? Oui, tout le monde faisait n'importe quoi. Il écrivait sur le tableau. Ah bon? Il jouait, il faisait n'importe quoi, il travaillait même pas. Mais lui, au lieu de nous crier, il nous a laissés. Il n'a rien fait. Moi, j'ai dit au maître, regardez ce qu'ils font. Il a dit, laisse-les. Alerté par ce que racontait sa fille, Akli, son père, a dépensé une petite fortune en cahier de soutien. Alors, ça c'est la dictée, ça c'est le français. L'écriture. Donc on a fait les maths, on a fait les calculs. Il y a une négligence. Il y a de la ségrégation aussi. La ségrégation? C'est ségrégé. Comment se fait-il qu'il y a une partie de français ont leur prof et une autre partie aussi de la France n'ont pas de prof? Pourquoi? C'est une différence. C'est ça la ségrégation. Ce Français d'origine algérienne, très attaché aux valeurs de la République, ne comprend pas l'abandon où est laissé son quartier. On connaît des radicalisations aussi de la jeunesse. Ça commence comme ça. Parce que là, si on est bien instruit, on est bien armé pour l'avenir. C'est ça. Mais si on se laisse s'instruire par l'extérieur, par la rue, par des gens incultes, on se perd. Alors qu'en France, près de 80% des jeunes décrochent le baccalauréat, en Seine-Saint-Denis, ce taux est inférieur de 10 points. Mais dans les bureaux de l'éducation nationale, pas question d'admettre un quelconque abandon. Les enfants d'ici auraient les mêmes profs qu'ailleurs. Au début de l'année, il a pu y avoir quelques recrutements peut-être avec des modalités qui étaient en tout cas moins stabilisées qu'aujourd'hui. Mais là, on peut vous assurer que chaque semaine, nous avons des commissions de recrutement avec des inspecteurs de l'éducation nationale qui reçoivent chacun des candidats. En tout cas, jusqu'ici, les parents et les enfants de Seine-Saint-Denis ont l'impression d'avoir une école au rabais. Au moment où le Premier ministre parle d'apartheid, les gens le prennent comme ça, c'est-à-dire en gros, on est au rebut. Alors, on n'a pas le droit à l'éducation nationale de tout le monde dans ce département. Vous parlez d'enseignants qui arrivent, par exemple, au dernier moment et sans formation. Vous expliquez qu'il y avait un accompagnement qui avait été mis en place. Il n'a peut-être pas été le plus performant et optimal dès le début, mais les parents peuvent évidemment être rassurés par le fait qu'aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, comme ailleurs certes, mais avec un regard particulier en Seine-Saint-Denis, les professeurs sont des professeurs qui sont formés. Ce n'est pas ce que constate Catherine Da Silva. J'ai jamais eu autant de bons jours que ce matin. Directrice d'école à Saint-Denis, elle s'inquiète du cercle vicieux qu'elle voit s'installer ici. Bonjour, bonjour. Bonjour madame la directrice. Pénurie de profs, niveau scolaire qui baisse et un département qui s'enferme dans ses difficultés. Parmi les remplaçants envoyés cette année par l'Académie, elle a vu un architecte, des avocats ou encore un chef de rayon au chômage. Des passages qui laissent des traces sur les pages des cahiers. Par exemple là, le signe plus, puisque c'était a priori des additions, n'est pas posé. Le maître ne s'en rend pas compte au moment de la correction non plus, donc il ne met pas le signe plus pour dire que ce sont des additions. Or c'est extrêmement important. L'enfant, comment peut-il savoir ce qu'il fait s'il n'a pas le signe plus? Parce que là, on a l'impression qu'en fait vous vous arrêtez à des points de détail. Mais c'est pas des points de détail, parce que apprendre l'addition, ça fait partie des éléments essentiels d'un CE1 et ils doivent sortir. Enfin voilà, on n'arrête pas de parler du niveau des élèves. Donc il faut bien qu'ils sachent lire et compter. Quand on n'a pas un maître qui vous structure et qu'on est un élève qui est en difficulté, on accumule les difficultés justement. Pour cette fille d'immigrés portugais qui a construit sa vie en France grâce aux études, ces leçons bâclées écrites en pâte de mouche sont une escroquerie. C'est une forme d'inégalité. Ça veut dire que ces élèves n'ont pas la même école que les autres. Et c'est très dur parce que nous, on est là tous les jours pour leur montrer que non. L'école de la République, elle est la même pour tous. Et là, moi, le matin, à la porte de l'école, j'ai du mal à dire que l'école de la République est la même pour tous parce que c'est pas le cas. Voilà, on n'avance pas. On ne leur donne pas ce qu'on leur promet. Et surprise, la directrice a d'ailleurs préféré sortir sa fille de cette mécanique infernale.
Elle qui pourtant est née et a toujours vécu en Seine-Saint-Denis. Là, c'est l'école Joliot-Curie. C'était mon premier poste à Saint-Denis et j'y suis restée une bonne dizaine d'années. Elle a finalement décidé de quitter le département pour scolariser son enfant loin des écoles du 9-3. Aujourd'hui, elle habite ailleurs, à 45 minutes de trajet de son travail. Un choix douloureux. Je me suis demandé dans quelle mesure je la laissais effectivement dans l'école à Saint-Denis. En sachant tout ce que je sais, effectivement, j'ai fait aussi ce choix pour lui permettre d'accéder à une école un peu plus égalitaire. Mais je culpabilise malgré tout parce qu'on parle tout le temps de mixité sociale et en partant, j'ai pas joué le jeu. Des écoles si démunies qu'elles finissent par décourager les plus engagés. Delphine, elle, la maman d'Adèle, veut essayer de rester. Ne pas laisser les écoles de Seine-Saint-Denis devenir des ghettos. Alors depuis la rentrée, avec d'autres parents, elle multiplie les manifs pour réclamer des profs, affublés de ce drôle de bonnet. Il a la forme d'un bonnet d'âne, ça se voit pas. On s'est dit, bon, on est les bonnets d'âne puisqu'on est effectivement au fond de la classe et surtout oublié par l'État, qui devrait jouer son rôle et qui ne le joue pas. Delphine ne s'en tient pas aux manifs. Avec son collectif de parents, ils ont commencé à recueillir des témoignages dans les écoles des environs. Là, c'est un papa de l'école Renoir qui nous dit que... Une vingtaine d'entre eux a déjà été déposée devant le défenseur des droits. Leur objectif, faire reconnaître la discrimination dont seraient victimes leurs enfants, une différence de traitement qui met en danger leur avenir. J'appelle l'attention de Jacques Toubon, défenseur des droits, sur ma situation. Voilà. Le chiffre le plus significatif pour moi en Seine-Saint-Denis, c'est qu'un enfant de 6 à 16 ans, sur la scolarité obligatoire, il va perdre 1 an de scolarité à cause des non-remplacements. Et ça, c'est une vraie discrimination qu'il n'y a nulle part en France. Pour eux, entendre le Premier ministre parler d'apartheid résonne amèrement. Quel débouché pour les enfants d'ici après une école au rabais? On considère que finalement, ces enfants, ce qu'ils ont comme éducation, ça leur suffit. Ça leur suffit pour atteindre un certain nombre de boulots qu'on estime être ceux auxquels ils doivent prétendre. Et finalement, c'est là où on retrouve le régime de l'apartheid. Sortis de l'école, les jeunes du 9-3 se retrouvent plus que les autres dans des métiers peu qualifiés. Alors beaucoup de parents viennent à payer pour espérer sortir des fatalités statistiques. Aïcha a grandi à Paris. Elle est venue s'installer ici avec son fils, qu'elle élève seule. Pour elle, plus question de compter sur l'école du quartier où son fils a fait sa maternelle. C'est la plus proche, c'est celle-ci. Et alors? C'est une école publique, malheureusement, qui est délaissée, on va dire. Par conséquent, donc j'ai fait le choix de le mettre en privé afin de ne pas tomber dans un engrenage où il n'aurait pas eu de scolarité plus ou moins normale. C'est plus loin, ça coûte plus cher. Question d'organisation, c'est problématique. Depuis qu'elle a pris cette décision, les journées d'Aïcha sont coupées en deux. Ça va, on est dans les temps. Parce qu'il faut trouver... là, il est 11h07, on récupère à moins quart, midi moins quart. Donc... Très à l'avance. Ouais, mais on n'a pas le choix en même temps. Pourquoi? Parce que sinon, si on n'a pas de place, l'enfant, il se retrouve tout seul. Et dirigé vers la cantine s'il n'y a aucune présence des parents d'adultes, oui. Ouais. Aïcha ne peut payer les repas proposés par l'établissement. Plus de 100 € par mois, quelles que soient les ressources des parents. Elle n'a trouvé que cette solution. Ça va. Apporter le déjeuner à son fils. Et elle est loin d'être seule dans ce cas. La mairie a dû mettre à disposition des locaux juste à côté de l'école pour toutes les mamans comme elle qui transforment chaque jour l'immeuble en réfectoire de fortune, faute de budget cantine. On a remporté des carottes râpées avec de la pizza. Une façon de réduire les frais de scolarité qui a un prix. Avant, Aïcha travaillait dans l'événementiel. Elle a dû y renoncer. Moi, ça me condamne à être toujours disponible. Pour la cantine, pour le midi. Et, enfin, pas. Si, je travaille. Je suis assistante maternelle. Mais c'est un choix qui a été fait par rapport à lui. Donc, on va à la salle d'échecs. Avec cet arrangement, l'école de son fils lui coûte une centaine d'euros par mois. Un dixième de son salaire. Le niveau y est-il vraiment meilleur? Ici, tous les parents en sont convaincus. Alors, c'est qu'ils ils vont être pris en main, ils vont faire leur petit programme et puis... Ça vous rassure, ça? Ça me rassure. Ça vaut les sacrifices que vous faites? Ça vaut les sacrifices. Je regrette absolument pas. Et si c'était à refaire, je le referais.
Après, espérons que le public, qu'on fasse quelque chose pour les écoles publiques, qu'on ne les laisse pas en perdition et abandonner, c'est un abandon et c'est pas juste. Des écoles publiques, les villes de Seine-Saint-Denis continuent d'en construire, même si les profs les boudent. Bonjour. Avec les nouveaux logements et la natalité, le département doit scolariser 2 à 3 000 enfants supplémentaires chaque année, le record français. Il faut bien leur prévoir des classes. Avec ici la zone tableau et les enfants qui seront assis là face au tableau. D'accord, et le prof sera où? Le prof, il sera à votre place à peu près, là, devant un tableau, peut-être un tableau numérique parce qu'on va en installer dans les écoles, quelques-uns. Mais voilà, on espère qu'il sera là, oui. Pour la prochaine rentrée, la ville de Saint-Denis prépare une trentaine de nouvelles classes. Aujourd'hui, elle aimerait être plus soutenue par l'État. Pour un enfant de l'académie de Créteil, l'État consacre 47% de moins qu'à Paris, à quelques centaines de mètres d'ici. 47% d'argent en moins? 47% d'argent en moins dans le budget de l'éducation nationale pour un enfant de l'académie de Créteil par rapport à un enfant de l'académie de Paris. Voilà, alors que c'est ici qu'il y a la jeunesse, c'est ici qu'il y a les enfants des quartiers populaires et c'est ici que l'école a pleinement son rôle à jouer. L'éducation nationale semble enfin entendre ces appels. En mai prochain, un concours exceptionnel devrait permettre de trouver 500 profs en plus pour l'académie, si les candidats sont bien au rendez-vous. Et voilà pour ce reportage signé Laure Paulet et Julien Pelletier. On se retrouve ici à l'école élémentaire Auguste Renoir à Saint-Denis avec le directeur de cette école, Éric Bernier. Bonsoir. Bonsoir. On est ici au pied de la cité des Francs-Moisins qui est connue. On est juste en face de la Courneuve, le collège qui est juste de l'autre côté de la rue. C'est là qu'on avait tourné la journée de la jupe avec Isabelle Adjani. Ce qu'on vient de voir dans ce reportage, c'est un scandale absolu. C'est pas une question que je vous pose, c'est une réflexion que je fais. Parce que l'égalité de tous les enfants face à l'éducation nationale, le droit à recevoir la même éducation, les mêmes programmes, c'est plus respecté en Seine-Saint-Denis. Là, c'est une difficulté, effectivement, parce que, comme vous le savez, comme on le voit au travers du reportage, nous sommes en difficulté par rapport au fait qu'il manque des enseignants. Et tout vient de là. Hein. Le problème, c'est qu'au concours de recrutement des professeurs des écoles en Seine-Saint-Denis, il y a moins de candidats que de postes à pourvoir. Ça veut dire que tout le monde est pris. Tout le monde est pris, non, il y a quand même une sélection qui est faite, hein, ça c'est quand même important, mais la difficulté c'est qu'il n'y a pas assez de professeurs aujourd'hui, donc il a fallu dans l'urgence trouver des contractuels. On a eu une rentrée scolaire qui a été chaotique, avec des contractuels qui avaient été embauchés par Pôle emploi, ça a été très difficile. Donc ils arrivent, ils n'ont aucune formation, vous les accueillez, vous êtes le directeur, vous leur expliquez ce qu'il faut faire et hop, vous les jetez dans la classe ? Oui, c'était un peu ça ce qui est arrivé, c'est-à-dire qu'en fait on a été obligés, nous, c'est-à-dire l'équipe enseignante, de pallier au manque de ces contractuels. Donc nous sommes expérimentés au niveau de l'équipe, mais on ne peut pas tout apprendre en une année. Et alors concrètement, ça se passe comment? Il y a eu des moments où ça s'est vraiment mal passé, où vous avez le sentiment que les enfants n'étaient pas correctement encadrés? Ça s'est pas bien passé parce qu'effectivement on a eu pas mal de contractuels qui n'avaient pas compris, qui n'avaient pas pris la mesure du métier et donc qui ont vite démissionné en fait parce que c'était trop compliqué. Voilà. Alors le problème de la Seine-Saint-Denis aussi, c'est que vous avez des profs très jeunes qui ont réussi le concours et qui n'ont plus qu'une idée en tête dès qu'ils arrivent, c'est quitter Saint-Denis, quitter la Seine-Saint-Denis. Alors. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand vous avez un éloignement du conjoint, de vos enfants, vous avez un système de points qui est relativement important, qui vous permet en 2-3 ans de quitter la Seine-Saint-Denis. Donc pour comprendre, un jeune qui vient et qui a qu'une envie, c'est de repartir, il y arrive, en se mariant, en se paxant, parce qu'il vient de province. Voilà. Quelqu'un comme vous, qui est de la région parisienne, qui est déjà marié à une enseignante de la région parisienne, vous êtes entre guillemets condamné presque à vie à rester en Seine-Saint-Denis? On est condamné presque à vie, effectivement, c'est le mot, puisque quand on fait nos petits calculs quand on voit le nombre de points qu'il faut pour partir aujourd'hui, qui sont de l'ordre de 800 à 1000 points, j'ai fait un petit calcul. Il me faudrait 70 ans à 100 ans pour pouvoir partir de la Seine-Saint-Denis, donc plutôt les pieds devant. Autrement dit, vous avez pris perpète voilà.
En Seine-Saint-Denis. Voilà. Alors, naïvement, on se dit la solution serait que les professeurs dans les quartiers difficiles aient des primes, soient mieux payés. Alors, il y a une prime, mais elle est vraiment pas très élevée. Non, alors la prime actuelle, elle est de 90 €. Alors, elle sera doublée l'année prochaine parce que ici, on a la chance, entre guillemets, d'être les préfigurateurs REP+. Donc, on aura une prime qui sera doublée, donc qui sera de 180 €. Bon, c'est mieux que rien. Par exemple, pour parler concrètement, vous gagnez combien ? Alors, moi je suis en tant que directeur, donc si j'enlève toutes les primes, etc., j'ai un salaire aujourd'hui qui est de 2200 €. Après 26 ans d'ancienneté. Après 26 ans d'ancienneté, voilà. Alors, le fond du problème, c'est ça, hein, c'est qu'on est dans un quartier difficile avec une mauvaise réputation. Si les profs ne veulent pas venir ici, c'est à cause de la réputation. À tort ou à raison ? C'est difficile ou c'est pas difficile de travailler ici ? Alors je vais dire à tort. Je vais dire effectivement, on va pas se voiler la face. C'est un quartier difficile, mais en même temps, c'est passionnant. Le cœur de notre métier est ici. Moi, je suis, comme dirait un guerrier pédagogique. On est les hussards quand même de la laïque, et on a besoin aujourd'hui, dans ces quartiers, d'avoir des enseignants qui sont anciens, qui s'engagent. Les enfants d'ici méritent toute notre attention. C'est ici notre cœur de métier, en tous les cas. Quand on dit France oubliée, France de l'apartheid, même comme ça a été dit, c'est le sujet de notre émission ce soir. Effectivement, on se sent oublié là, ici ? On se sent en tous les cas pas mis en valeur et pas forcément remercié pour les services qu'on accomplit quand même tous les jours sur le terrain. Et oui, ça devient pour nous extrêmement difficile, parce que chaque année, les situations sont chaotiques dans nos écoles. Ce sont les équipes qui, à chaque fois, sont obligées de remonter les manches et voilà, et de maintenir à flot les écoles. Merci beaucoup, monsieur le directeur, monsieur le hussard de la République ici à Saint-Denis. Après les banlieues qui manquent de profs, après les Cévennes qui n'ont pas ou peu de téléphone, on va maintenant partir pour Joigny. C'est une ville touristique en Bourgogne avec un centre-ville du XVIe siècle. C'est très beau, mais c'est une ville qui a perdu en quelques années son régiment, ses 2 tribunaux, sa maternité, son service de chirurgie et par voie de conséquence 10% de sa population, avec de nouvelles populations qui maintenant arrivent. Les déclassés de Joigny, c'est un reportage de Mathieu Fourou, Olivier Gardette et Xavier Piperou. Chers amis, bonjour. Oui, nous sommes toute la semaine dans l'Yonne et nous ouvrons donc avec Joigny, petite ville située au sud de Paris, à 130 km environ de Paris. Nous sommes entre la forêt d'Othe et ce soir, l'événement à Joigny, c'est le jeu des 1000 €. L'émission culte de France Inter s'arrête en Bourgogne. La salle des fêtes fait salle comble. Que commémore la colonne située sur la place de la Bastille à Paris. Cela faisait 4 ans que monsieur le maire avait inscrit la ville pour participer au jeu. Il a fallu être patient. Ah oui, les 3 glorieuses, bravo! C'est vraiment sympa, la salle est pleine. C'est près de 300 personnes là, qui sont venues. On a dû sûrement en refuser quelques-unes. Et puis il y a une belle ambiance. Voilà, c'est vraiment sympa. Et puis peut-être certains grincheux vont dire oui, mais il n'y a pas que des candidats joviniens. Mais on s'en fout. Je veux dire, le développement d'une ville aussi, c'est son attire. Aujourd'hui, aucun candidat n'emportera la cagnotte des 1000 €. Mais pour les élus et les habitants, l'essentiel est ailleurs. Leur super banco à eux, c'est d'avoir réussi à faire parler de la commune en bien. Merci beaucoup. On reproche beaucoup aux médias nationaux de ne parler que des petites villes ou des petites communes quand ça va mal, quand il y a un fait divers ou quand il y a une entreprise qui ferme. Bon, ça arrive malheureusement, mais nous, au jeu des 1000 €, nous, on est dans l'information positive. Donc on aime bien mettre en avant aussi les atouts. Joigny, c'est l'histoire d'une charmante cité médiévale, au milieu des vignes, prisée des touristes, avec ses belles bâtisses et ses fortifications. Mais en une décennie, elle est devenue le symbole d'une France qui s'éteint. Elle a tout perdu, ses tribunaux, sa maternité et dernièrement, son régiment. Depuis, la commune a pris des airs de cité abandonnée, avec son centre-ville qui se meurt doucement. Elle a perdu 1000 habitants, 10% de la population.
Joigny, une ville déclassée, un bout de France qui se sent délaissé et qui cherche un nouveau souffle. Dis-moi mon horoscope, ma petite Nicole, s'il te plaît. Tu sais lire, Anne-Marie, hein? Qu'est-ce qu'elle est chiante. Au bar du centre-ville, Nicole est une figure connue pour son franc-parler. Tiens, à chaque fois que je viens chez toi, ton édulcorant, il ne fonctionne pas. 20 ans que cette retraitée au caractère bien trempé vient boire ici son café. Mais ces dernières années, cette ancienne employée d'hôpital voit sa ville se vider. Joigny, ça ressemble à quoi aujourd'hui? Ça ressemble à quoi? Ça semble des fois, quand vous sortez le dimanche, tiens, si vous êtes là le dimanche, c'est une ville fantôme, il n'y a plus rien. Et puis le soir, à 10, il n'y a plus rien. Il y a quelques-uns qui sont ouverts dans la rue piétonne, qui essayent de résister pour faire un petit peu... mais c'est difficile. Et bon retour en Bretagne. Dans les ruelles tortueuses du centre-ville, Les petits trucs coupe-gorge de Joigny. Nicole nous emmène sur les traces des petits commerçants qu'elle a vu disparaître un par un. Comme dans l'artère piétonne, jadis prospère, aujourd'hui, elle ne compte plus les vitrines vides et les rideaux baissés. Ici, vous l'avez connue comment cette rue? Elle était comment avant? Ah il y avait plein de commerçants là. Partout. Là, il y avait un charcutier qui est descendu en bas. Avant, là, il y avait Philippe avec sa chienne là, qui était là. Il y avait un mercier, une mercerie, il y avait pas mal de choses. Et aujourd'hui? Il a fermé, il a enlevé les photos. Vous voyez, il a enlevé les photos qui étaient là-dessus. Et puis aujourd'hui, En quelques années, des dizaines de commerces ont mis la clé sous la porte. Les habitants de la vieille ville ont abandonné les lieux. Là, il y avait un pressing dans cette maison-là. Laissant derrière eux des maisons du XVIe siècle qui s'effondrent. Ça s'écroule là, au fond. Vous voyez comment est le toit là-haut? C'est presque en péril là. Ma fille, elle me dit, t'as qu'à vendre ta maison et puis venir avec moi à Lyon. Non, je suis habituée chez moi et puis voilà. Joigny, une cité en morceaux, qui a basculé à cause d'une décision prise à Paris. Le retrait du régiment dans le cadre d'un plan d'économie. 2 siècles et demi que la ville résonnait au rythme des trompettes et du pas des soldats. Leur départ, annoncé en 2008, est un choc pour le maire nouvellement élu. C'est en ouvrant le journal que Bernard Morenne apprend la catastrophe, un matin d'avril. Plus de 2 siècles et demi, 260 ans, que l'armée est présente dans cette ville. Elle l'a fait vivre. Le comptable du groupe géographique, quand il fait les payes, chaque mois, il fait pour 700 000 euros de paye. C'est 700 000 euros qui vont retomber dans l'économie locale. Et tout ça va disparaître. Et je pressens tout de suite ce séisme gravissime pour notre ville. Le dernier des 400 militaires a quitté les lieux il y a 5 ans. Depuis, le maire restaure ses 13 hectares de baraquement. Comme lui, quelques irréductibles croient encore en l'avenir de Joigny. 7h du matin, dans l'épicerie de Christian Dussault. Depuis quelques mois, cet ancien ouvrier a choisi d'ouvrir son commerce encore plus tôt. C'est vrai que quand je dis à mes anciens collègues de la CGT que je fais 80 heures, ils sont pas très... Ils comprennent pas. Élargir ses horaires, travailler 6 jours sur 7. Le seul moyen pour Christian de faire tourner sa boutique. Depuis le départ de ses plus gros clients, les militaires du régiment. Ils avaient des besoins quand même. Bon, ils sont nourris, logés, mais ils ont quand même des besoins. Et voilà. Et surtout l'avantage, c'est qu'ils sortaient à 3-4. Alors ça, c'est voilà. Et tout de suite, 3-4 cartes bleues qui l'une derrière l'autre. Ça, c'était le côté. Voilà. Quand il y en avait un, il y en avait 4. Et donc c'était ça qui a fait un trou tout de suite dans le chiffre d'affaires. On va laisser les portes ouvertes. Du jour au lendemain, Christian a vu ses ventes baisser de 10%. Mais l'épicier veut tenir pour ses clients et ce quartier qui le fait vivre depuis 26 ans.
La rue doit continuer à vivre. C'est pas possible que ce bout de rue-là, on le laisse mourir. Pour moi, non. Il y a la vieille ville, il faut qu'il y ait et des commerces, et des services, et des gens normaux qui habitent dans cette vieille ville. Voilà, tout simplement. Alors, pour maintenir l'activité, Christian se débrouille comme il peut. 2 fois par semaine, à l'heure du déjeuner, il part livrer gratuitement ses clients les plus fidèles, à l'autre bout de la cité. J'allais plus loin, fut un temps. Je faisais même quelques petits villages. Bon, mais les gens ont disparu dans ces villages, enfin des gens qui me faisaient appel. Mais ça m'arrive d'aller à Chanvre, à côté. Ça m'arrive aussi d'aller à Saint-Aubin, un peu plus loin. Ouais, bon. La tournée de l'épicier, souvent le seul contact de la journée pour les clients de Christian. Madame Lamotte, bonjour. Ce jour-là, voilà. Il visite une demi-douzaine de personnes âgées. Voilà. Toutes isolées. Alors, Madame Lamotte, 56-33. Et combien de temps que vous la livrez? Oh, Madame Lamotte, j'ai une dizaine d'années. Oh oui, Oh ouais, peut-être, ouais. Oh oui. Très régulier, tous les 15 jours. Pour vous. Ça vous arrange? Ah bah oui, je fais pas de voiture, je sais pas conduire, mais j'en ai eu. Ah bah oui, tous les 15 jours. Hein. Mais bientôt, ces tournées pourraient s'arrêter. Car à 59 ans, cet amoureux de Joigny veut passer la main. Il cherche un repreneur pour sa supérette, achetée 150 000 € il y a 26 ans. Christian espérait bien la revendre avec une belle plus-value pour payer sa retraite. Mais aujourd'hui, il doit brader son commerce. Il est en vente à 50 000 €. 3 fois moins cher qu'à l'achat. Et négociable. Parce que voilà, il faut aussi admettre que c'est peut-être quand même plus dur pour repartir. J'ai pas envie que quelqu'un ait des menottes pendant 7 ans parce qu'il y a des emprunts et tout. Moi je l'ai fait, bon voilà, mais il faut pas non plus obliger les autres à le faire pareil. Des commerces à prix sacrifiés. Et en plein centre-ville, des logements vacants à vendre par dizaines. En quelques années, la petite ville autrefois bourgeoise est devenue l'une des communes les plus pauvres de Lyon. Pour rebondir, la cité mise sur un atout, sa proximité avec Paris. Car depuis la gare, la capitale n'est qu'à 1h15 en train. Et ces maisons pas chères pourraient peut-être attirer du monde. Les premiers à avoir profité de l'aubaine sont des familles sans le sou qui se sont installées dans les logements insalubres du centre-ville. C'est l'histoire de Christelle et Marcel, un couple de Parisiens qui sont arrivés il y a 6 ans. Leur enfant est né ici. Leur maigre revenu ne leur permettait plus de vivre à la capitale. Alors, dans un journal, ils sont tombés par hasard sur une petite annonce. 250 € par mois pour ce petit 2 pièces. On n'avait vraiment pas trop le choix. C'était le seul endroit où vous avez trouvé. Voilà. Et qu'on a pu trouver l'appartement au plus vite. Vous y voyez vivre encore longtemps à Joigny? Non. Dès que je me trouve un appartement assez rapidement, je m'en vais. Je cherche pas à rester à cet endroit. Car pour ce loyer modique, cette famille vit dans des conditions à la limite de l'insalubrité. C'est quoi ça? C'est l'humidité, c'est la pourriture. C'est la moisissure, il n'y a pas assez d'aération. Ah. Faute d'entretien. Bon voilà ma salle de bain. Toutes les pièces de la maison sont minées par l'humidité et les infiltrations. Dans la salle de bain, le parquet gorgé d'eau s'affaisse dangereusement. Si je tire la chasse d'eau, ça fuit et ça remonte ici, j'ai de l'eau ici, donc je suis obligée d'éponger. À force de vivre dans ce logement malsain, leur fils de 2 ans et demi développe des bronchites à répétition. Christelle et Marcel affirment que leur propriétaire ne répond plus au téléphone. Ils espèrent à présent obtenir un logement social dans la région. De son côté, le maire cherche à faire venir d'autres nouveaux habitants. Il est fier de ces maisons de caractère sous les vignes qui bordent Lyon. Bernard Morenne compte sur ce patrimoine pour attirer les médecins qui se font de plus en plus rares en ville. Carole, interne en Le maire reçoit ce jour-là une future généraliste, étudiante à l'hôpital de Joigny, accompagnée d'un chef de service. Pour les séduire, il leur propose cette grande maison, située idéalement face au fleuve, en plein centre-ville. C'est un très beau bâtiment, c'est une vue exceptionnelle. Alors évidemment, il faut tout rénover, il faut tout refaire.
les réseaux, les faux pas faux sûrement. La mairie compte rénover les lieux pour loger gratuitement les internes de l'hôpital, avec réseau Wi-Fi, une grande salle commune et une chambre pour chacun. Ça peut accueillir combien d'internes? Je crois que c'est 5 ou 6. 5 ou 6. En fait, la maison a plusieurs niveaux. À 2 niveaux. Un niveau... Un accueil 5 étoiles, en espérant que les étudiants gardent un bon souvenir de Joigny et la préfèrent aux grandes villes pour s'y installer, sitôt leurs études terminées. Aujourd'hui, les médecins, ils ont plus tendance à aller dans les grandes villes, les grandes agglomérations? Oui, par nature, parce que ça les rassure. C'est toujours rassurant d'avoir à proximité tout un tas de services, d'établissements scolaires, des choix possibles. Alors que des villes de plus petite taille, de prime abord, en tout cas dans leur représentation, ne vont pas offrir tout ça. Alors qu'en fait, une ville comme Joigny, il y a tout ça. C'est partout que les élus comme ça viennent vous faire la danse du ventre pour vous installiez? Non, franchement, non. Et c'est vrai qu'entre la périphérie et mine de rien le CHU à Dijon, c'est pas les mêmes conditions non plus. C'est vrai que là, on est quand même bien accueillis. Joigny réussira-t-elle à se repeupler? Avec la chute de l'immobilier, les vieilles pierres de cette ville un peu assoupie attirent aussi quelques bobos parisiens. Ce soir, Laure reçoit des amis autour d'une bonne bouteille de Bourgogne. Elle est journaliste, ses invités sont photographes, décorateurs ou graphistes. Tous ont quitté Paris pour s'offrir un rêve impossible dans la capitale, une maison de caractère avec jardin pour 110 000 €. C'est ici que j'ai trouvé un calme. J'ai un petit jardin, j'ai une exposition plein sud, j'ai une grande maison. Voilà, j'ai acheté une maison 400 € le mètre carré, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est absolument imbattable, c'est 20 fois moins cher qu'à Paris. Je pense qu'il y a une dynamique ici, c'est vraiment, je pense qu'il y a une dynamique. Ce qu'il faut, c'est peut-être, je sais pas, être plus en lien avec les gens, avec les entreprises. Peut-être le maire doit faire peut-être plus de choses au niveau de la com. Mais moi, je pense que cette ville-là, si elle est prise en main, cette ville-là, c'est une ville référence. Vous savez, ça peut être un joyau. Leur joyau, ces récents convertis espèrent lui donner un nouvel éclat. Rejoignez-nous. Et à nous. Tous ont investi des milliers d'euros pour rénover leur maison. À la vigne, à la vie. Mais il faudra encore du temps pour remplacer les 1000 habitants qui sont partis. Selon la mairie, 2 familles de Parisiens s'installeraient chaque mois à Joigny. Et voilà pour ce reportage signé Mathieu Fourou et Olivier Gardette à Joigny. On se retrouve avec vous, Raymond Depardon, bonsoir. Bonsoir. Photographe, réalisateur, vous avez filmé toutes les guerres dans le monde entier, vous avez filmé la France, par exemple la justice en France, on s'en souvient. Et puis il y a quelques années, vous avez pris un camping-car et vous avez sillonné la France pendant près de 5 ans. Oui. Et ça a donné un livre, La France de Raymond Depardon, et un film, Journal de France, avec Claudine Nougaret. Et ici, on est à l'endroit où sont tirées vos photos? Absolument. C'est ici qu'on développe les films. J'ai fait ces photos à la chambre, mais c'est là que Jacques Hénaf et toute l'équipe de Centrale Dupont font les tirages. Deux, par exemple, celle-là, qui est célébrissime. C'est ça, la France, pour vous? Oui, un peu, oui, quand même. C'est Commercy. Et c'est une photo à la fois, il y a des fleurs, il y a cette petite maison, l'héritage français, les tuiles, les fenêtres, tout est là, et à la fois, bon voilà, les gens vivent depuis très longtemps. Alors voilà, il y a toute une histoire derrière cette photo. Joigny, qu'on vient de voir dans ce reportage, vous êtes passé par Joigny avec votre camping-car? Bien sûr, c'est vrai que Joigny est tout à fait le type de ville enclavée, sous-préfecture. Alors on s'est beaucoup moqué de moi parce que on a dit j'avais fait une France des sous-préfectures parce que je suis né à Villefranche-sur-Saône. Effectivement, c'est une sous-préfecture qui va peut-être passer préfecture d'ailleurs à cause de la métropole de Lyon. Mais néanmoins, je trouvais qu'il y avait elles étaient pas, on les connaissait peu ces villes. Et c'est vrai qu'il y a les centres-villes des grandes régions, il y a la banlieue qu'on connaît plus ou moins bien, et puis il y a tout le reste. Et c'est vrai que j'ai été surpris. Et moi-même, venant de là, j'ai été surpris par quelque chose qui était en pleine mutation. On le voit à travers ce reportage de Joigny. Faut espérer, et moi je suis optimiste, qu'il y a des jeunes qui reviennent. Donc, je vois des jeunes. Je vois plein de choses aussi, parce qu'avec mon camping-car, j'étais doublé par des estafettes comme moi, des fourgons avec géothermie, capteurs solaires. Donc il y a aussi
une France qui se transforme. Mais c'est quand même très intéressant ce que vous nous dites, parce que vous nous dites, vous qui irez encore une fois sillonner, qui allez bientôt continuer d'ailleurs votre périple, repartir pour un autre voyage, vous la connaissez cette France-là, cette France de Joigny qu'on vient de voir, et vous nous dites non, elle va pas si mal que ça, et en tout cas elle va mieux qu'il y a quelques années. Oui, elle va mieux qu'il y a 15 ans. Je crois que la France existe, elle a des moyens aussi de lutter contre la désertification. L'agriculture, effectivement, est en pleine transformation, mais néanmoins, moi, je pense que les jeunes, par exemple, il y a plein de jeunes, ils veulent pas venir dans les villes. Ils veulent pas faire du chômage, ils veulent pas habiter dans des HLM, ils veulent pas habiter, ils veulent rester et trouver un travail. Alors c'est vrai qu'il y a une métaphore qui était très symptomatique. Je voyais beaucoup de salons de coiffure qui étaient peints en bleu, en rouge, en jaune. Ouais. Bon, je me suis arrêté, j'ai fait une photo, j'ai dit mais pourquoi? C'était pour exister. Par exemple, ces salons de coiffure avec des femmes qui disaient « On en a marre que les gens aillent dans les centres commerciaux en périphérie des grandes villes, des préfectures, on veut exister. On peut exister, il y a un service. » Donc c'est vrai qu'aussi, c'est un peu leur responsabilité. Mais les gens qui habitent en province, de se bagarrer un peu. Hein. Et tout ça, ce que vous nous dites, ce regard plutôt positif, en fait, c'est le vôtre ou c'est ce que vous disent les gens aussi? Moi, je trouvais qu'il y avait une évolution. Quand j'ai commencé en 2004, j'étais vraiment déprimé. Mais vraiment déprimé. Et puis, tout doucement, j'ai vu des évolutions, j'ai vu des jeunes revenir, des jeunes rester, et j'ai vu des choses changer. Alors, ça va demander peut-être encore une dizaine d'années, 20 ans, mais il n'y a pas de raison que d'autres pays comme l'Allemagne, l'Italie, la Suisse aussi vivent un peu la même chose. C'est pas unique en la France, hein. C'est comment vivre, comment transformer et comment que effectivement tout ça ne tombe pas en ruine. Alors je le disais, Raymond Depardon, en vous présentant tout à l'heure, vous avez vraiment couvert le monde entier, hein, la guerre du Vietnam, l'Afrique, le Tchad, l'Éthiopie. Je crois que vous avez remonté toute l'Afrique du sud au nord. Quand vous rentriez de ces reportages, que vous reveniez en France, à chaque fois vous vous disiez j'aime bien ce pays? Mais oui, parce que je me disais peut-être qu'il a fallu que je fasse ce long détour pour trouver des charmes à la France. J'avais fui moi aussi en 1958 la ferme de mes parents. Voilà, j'étais emporté par cette passion qu'était l'image, et à la fois j'ai culpabilisé un peu, parce que mes parents étaient cultivateurs, et voilà, mon frère a repris la ferme, et je me disais peut-être que j'ai laissé un trésor là à côté de moi, et au fond je me dis que j'aurais dû photographier mes parents, la vie d'une ferme, j'aurais sans doute fait le plus beau reportage photo de ma vie, mais non, je voulais aller faire Brigitte Bardot et le général de Gaulle. Voilà, c'était comme ça. Maintenant vous le faites et vous repartez bientôt. Oui, je repars parce que je crois que c'est important de photographier ce territoire. Et voilà, parce que ça fait partie de notre histoire et de notre culture, et en plus c'est un très beau territoire. Merci beaucoup Raymond Depardon, et c'était pas mal de terminer l'émission avec quelqu'un qui nous dit que donc l'apartheid, l'expression de Manuel Valls, ça lui paraît un petit peu exagéré. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, François Ducroux, Thomas Auro, Joël Bruandé et Clément Castex à la rédaction en chef, Caroline Durand à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. La semaine prochaine, une émission sur la consommation. Quel est le juste prix des choses? On se posera la question. Tout de suite, musique sur France 2, c'est Alcaline.